Merci. Donc moi je suis François Gess, je suis l'éditeur de Georges Corme à la découverte depuis, oula, 83. j'ose pas dire, depuis plus de 30 ans. 31 ans. Donc je ne dirige plus cette maison, mais je continue à éditer avec plaisir les nombreux livres de Georges Corme, qui je crois ont beaucoup apporté, ont acquis une audience non seulement dans le monde francophone, mais international. Ces livres sont traduits dans beaucoup de pays. Et donc aujourd'hui, le sujet de son intervention, évidemment, est assez effrayant vu de loin, parce que c'est parler de l'évolution globale du monde arabe dont l'histoire n'a jamais été un long fleuve tranquille, mais depuis quelques années, c'est en particulièrement agité, en particulier depuis 2011. Et donc, je pense que l'intérêt de la vision de Georges Corme, c'est de proposer non pas une vision justement court-termiste de ces évolutions, mais de les replacer dans une histoire longue et de nous expliquer justement comment cette histoire peut nous aider à comprendre ce présent aussi agité. Voilà, je vous passe la parole, Georges. Bien, bon après-midi. Bonjour à tous mes amis que je vois ici, personnes que je connais. Merci de venir aussi nombreux. Merci à l'IREMO de me recevoir pour la seconde fois cette année. Bon, je voudrais vous parler des étapes de la désintégration. Mais que s'est-il donc passé pour que nous ayons un tel spectacle devant nous d'une anarchie ultra-violente avec des idéologies non moins violentes et je pense que c'est un exercice utile que d'essayer de voir. J'ai fait récemment pour le grand quotidien Al-Nahar à Beyrouth, ils m'ont posé la question, mais enfin, qu'est-ce qui a provoqué tout ça? J'ai identifié 8 à 10 étapes qui ont mené petit à petit à cette désintégration actuelle qui concerne surtout le Machrek. Mais enfin, n'oublions pas que de l'autre côté, la Libye, c'est pas très brillant. L'Algérie, bon, ça tient, mais on ne sait pas combien de temps. Donc, et la Tunisie, ça a quand même pas mal tangué, heureusement. Donc, le bon sens tunisien et le rôle des femmes en Tunisie, je pense, a été majeur. Enfin, le rôle des femmes au Yémen était non moins majeur, mais malheureusement, avec toutes les interventions externes, c'est pas facile. Alors, avant de vous donner ces étapes, je voudrais, comme d'habitude, dire que dès qu'on parle de conflits, et dès qu'on parle notamment de conflits sanglants et de conflits dans lesquels il y a des interventions externes, il y a énormément de passion, il faut justifier la violence d'une façon ou d'une autre. Et donc, on a des positions extrêmement tranchées. En règle générale, on ne fait pas dans la nuance. Or, moi, à l'inverse, et mon expérience de la guerre civile libanaise aussi, me fait dire, attention, des analyses beaucoup trop clichés ou des analyses beaucoup trop tranchées entretiennent le conflit plutôt qu'elles ne participent à l'apaiser. Pour apaiser un conflit, il faut garder la tête froide, il faut essayer de voir qu'un conflit est toujours multifactoriel. Et donc, quand on vous synthétise un conflit, je sais pas, en Syrie, c'est les Alaouites contre les Sunnites, par exemple, c'est des simplifications assassines. Au Liban, entre 75 et 90, c'est les chrétiens contre les musulmans, simplification assassine. Ça fait longtemps que j'écris pour dénoncer l'instrumentalisation des appartenances ethniques, communautaires, pour justifier des conflits. Vous avez toute une prégnance très forte d'anthropologie, ethnologie, qui évidemment a connu sa très belle époque à l'ère coloniale, où on a fait les classements de peuples qui autrefois vivaient tout à fait en interpénétration entre eux. Je sais pas, je prends les Berbères et les Arabes au Maghreb, je prends chez nous au Moyen-Orient les Kurdes, les Arabes, les chrétiens, les Juifs, les musulmans. C'était quand même assez spectaculaire, cette diversité dans laquelle il y a eu des cohabitations séculaires. C'est pareil si vous prenez le conflit des Balkans. Là aussi, moi j'ai beaucoup analysé d'abord la façon dont la Yougoslavie a été mise sur pied en 1917 comme royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes par la France et par l'Angleterre.
en disant, mais en fait, tous ces peuples parlent la même langue, qui est le serbo-croate, ils sont habitués à vivre ensemble, etc., etc. Donc, on leur fait un État. Évidemment, il s'agissait aussi de faire barrage aux ambitions russes vers la Méditerranée. Bon. Ensuite, une fois que l'URSS est tombée, sortent énormément d'ouvrages, y compris académiques, et qui se veulent très sérieux, mais ces communautés se sont toujours détestées, n'ont jamais vécu ensemble. On réécrit l'histoire, on invente des génétiques de communautés ethniques ou religieuses qui expliqueraient le conflit. Au Liban aussi, combien on nous a fait le coup. C'est la génétique des communautés libanaises qui se sont toujours massacrées dans l'histoire. On fait un carnage de l'histoire parce qu'en fait, il n'y a aucune précision dans ce qui est raconté. Ce sont des généralisations tout à fait abusive. Je dois dire aussi que sur l'analyse des régimes autoritaires ou totalitaires aussi, on est véritablement dans la morale exclusivement. Il n'y a aucune analyse socio-économique, et il n'y a aucune compréhension de pourquoi fonctionne une dictature. Il y a eu un intellectuel égyptien qui s'appelle Nazi Ayoubi, qui est décédé malheureusement, qui enseignait aux États-Unis, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Overstating the Arab State, dans lequel il montre bien qu'au fond, quand on a un régime dictatorial, c'est une fonction de la faiblesse de l'État et non pas une fonction de la force de l'État. Bon, déjà ça, ce sont si vous voulez, des considérations, si on ne les a pas en tête, alors bon, on va faire, bon, il y a les bons, il y a les méchants. Alors là aussi, moi, ça fait des années que je dis, toute analyse d'un conflit où on trie, il y a des bons gars d'un côté, et on doit les aider, on doit intervenir, on fait du Bernard-Henri Lévy, et puis il y a des mauvais gars de l'autre, il faut absolument les tabasser. Et aujourd'hui, on a ce mot qu'on utilise en médias qui diminue la dramatique de la violence. On fait des frappes aériennes. Vous savez comment on frappe un petit enfant, là, on lui donne une paire de gifles. Le mot bombardement a disparu, n'est-ce pas? Et quand il y a des populations civiles touchées, comme c'était le cas par exemple en Irak ou en Afghanistan, c'est des dommages collatéraux. Hein, tout ça, ça rend hygiénique la chose et ça laisse passer. Alors, dernier type de considération que j'aimerais faire ici, quand on vient à parler des Arabes, alors évidemment, moi, les histoires sunnites, chiites, druzes, maronites, tout ça ne m'intéresse pas. Hein. C'est vraiment pas les clés d'explication. Et chaque fois qu'on a recours à ceci, c'est simplement pour justifier des violences. Et ça contribue à maintenir souvent le cycle de violence. Alors, un conflit peut s'exprimer parfois de façon communautaire ou de façon ethnique, mais la cause du conflit, elle n'est jamais en elle-même la théologie des Alaouites ou celle des Druzes ou celle des Maronites. Ça n'est pas ça. Évidemment, il faut être d'une naïveté à toute épreuve pour penser ceci. Je vois très souvent aussi, quand parfois j'écris des articles, et alors à chaque fois je proteste, l'auteur maronite, chrétien maronite, comme si le fait que j'étais chrétien maronite allait expliquer le contenu de ma pensée. Il y a du grotesque dès qu'on est dans le Moyen-Orient. Un jour, avec une revue allemande, je lui avais dit, mais enfin, monsieur, c'était le rédacteur en chef, aimeriez-vous qu'on vous accole à votre titre, docteur, monsieur Untel, de telle université, vous êtes protestant de telle église protestante. Pourquoi voulez-vous me coller mon titre? Parce qu'il insistait. Alors on pense qu'une fois qu'on a dit que ce gars est alaouite, ou que ce gars est maronite, ou qu'il est druze, on a la clé d'explication pour comprendre sa pensée. Mais ça, c'est la stupidité d'une certaine forme d'anthropologie qui cherche à coincer les peuples ou les communautés dans un stéréotype. Moi, tout ce que je connais jusqu'à présent, c'est à l'intérieur de chacune des communautés du Moyen-Orient, une diversité à toute épreuve. Ce qui fait que d'ailleurs, à l'intérieur des communautés, vous avez souvent, alors notamment la communauté maronite, que je connais bien, vous avez eu des combats et des massacres intermaronites tout à fait exceptionnels. Donc c'est grotesque de considérer que les communautés sont des blocs homogènes. Alors, quand on en vient aux Arabes, dans la mesure où je déteste tout type de clichés ethno-racistes,
Évidemment, on peut avoir cette vision, mais les Arabes sont des incapables, c'est des bons à rien, c'est des violences, et on peut retourner au texte de Renan, d'Ernest Renan, sur les Sémites, les Arabes, l'islam, patati patata. C'est toujours pas des clés d'explication. Alors je crois que par contre, il faut bien voir 2 ou 3 choses. Un, c'est qu'en fait, en tant que groupe structuré politiquement et gérant des États, les Arabes disparaissent à partir pratiquement de la fin du Xe siècle. Ils ne sont plus là, ils ne répondent plus. Et même en Andalousie, ils se font des guerres intestines, hein, les guerres entre différentes communautés, qui sont souvent d'ailleurs d'origine berbère, puisqu'on fait de l'anthropologie. Et par contre, au Machrek, le pouvoir a été cédé lentement mais inéluctablement aux gardes prétoriennes turques et iraniennes. Et donc, bon, reste un calife tout à fait théorique qui ressemblerait plus au pape d'aujourd'hui. Et en réalité, se mettent en place des entités qui sont gérées le plus souvent soit par les Turcs, qui vont avoir une importance fondamentale à partir du Xe siècle, XIe siècle. On va avoir un règne de Mamelouks, donc des esclaves turcs, partout au Machrek arabe, qui va installer un régime de la terre, un régime foncier, un régime de prélèvement de tribus sur les populations, et notamment sur le monde rural. Et il n'y a plus de dirigeants arabes. Il faut attendre Jamal Abdel Nasser pour qu'on ait enfin un arabe qui dirige un pays arabe. Alors on pourra dire, certes, le Maroc est une exception, mais là aussi, le Maroc va tomber donc sous la coupe française, même si elle avait échappé à la coupe ottomane. Et donc, il y a une perte d'expérience du pouvoir. Je pense que c'est une certaine clé d'explication. Deuxième chose qu'il faut bien voir, c'est qu'à l'issue de la Première Guerre mondiale, alors que les Turcs, sous la direction énergique de Mustafa Kemal, résistent parfaitement à l'impérialisme européen qui veut complètement démanteler le territoire anatolien en le fragmentant en une entité kurde, une entité arménienne, une entité assyrienne, la ville de Smyrne et ses environs grecs, et une partie de la côte méditerranéenne italienne. Bon. Alors Mustafa Kemal parvient à chasser les armées anglaises et françaises, ce qui va mettre les Arméniens d'ailleurs, les exposer au génocide et au déplacement forcé de population. Les troupes françaises et anglaises qui avaient poussé les Arméniens à la révolte sont elles-mêmes épuisées de cette Première Guerre mondiale et veulent se replier sur les territoires arabes qu'ils comptent bien contrôler à travers le système des mandats. L'Iran parvient elle aussi à maintenir plus ou moins son indépendance. Les troupes russes sortent de l'Iran. Et donc, il y a, en fait, en ce qui concerne les Arabes, c'est probablement le seul cas où l'autodétermination est refusée. Les Turcs se reconstituent, l'État turc va devenir un État fort et respecté. La monarchie perse va se maintenir. Du côté arabe, c'est la fragmentation, contrairement alors aux vœux des populations, ou de l'élite des populations, tel qu'il nous a été restitué par une commission d'enquête américaine qu'on appelle la King Crane Commission, où les Anglais avaient promis qu'il y aurait un État arabe unifié, une royauté arabe unifiée, au moins au Machrek. Et donc, tout ce qui avait été prévu, d'ailleurs, désintégration ou fragmentation de l'Anatolie, n'arrive pas. Il était prévu un État arménien, un État kurde, ils ne se font pas. En revanche, il y a 2 nouveaux États qui vont se faire, qui sont complètement atypiques, et jusqu'aujourd'hui, ils sont atypiques. Un, c'est l'Arabie saoudite, avec sa doctrine wahhabite, qui conquiert par la force. Et d'ailleurs, regardez ce qu'est un drapeau séoudien aujourd'hui. Il y a une épée sous le drapeau séoudien à côté de la profession de foi, avec l'aide des Anglais. C'est les Anglais qui les arment et qui les poussent. Et puis, évidemment, l'État des Juifs,
déclaration de Balfour, si vous vous en souvenez. Mais là, je voudrais vous dire, et peut-être qu'on y reviendra, qu'en réalité, l'idée de créer un État juif est beaucoup plus ancienne que la création du mouvement sioniste. Et c'est une idée qui est typiquement de la diplomatie britannique, bien que Napoléon Bonaparte, quand il débarque en Égypte aussi, il a envoyé des signaux au grand rabbin de France que peut-être qu'on pourrait faire un État juif. Et ensuite, en 1840, c'est un consul britannique à Beyrouth qui envoie un très long rapport au Foreign Office, qu'il est très intéressant de lire, parce que je vous le résume très rapidement. Il dit, vous savez, la France est en train de nous faire un enfant dans le dos en Méditerranée. Elle a le projet de faire un État chrétien en s'appuyant sur la communauté maronite au Liban. La seule façon pour sauvegarder nos positions en Méditerranée de l'Est, c'est d'avoir une communauté cliente. Et donc, s'il vous plaît, ramenez les Anglais de confession juive, convainquez-les de venir en Palestine, que la Grande-Bretagne est un point d'appui pour son influence dans la région. Donc, motif impérialiste par définition, par essence, c'est 1840. Le mouvement sioniste n'est créé qu'en 1897. Il est d'ailleurs très très peu suivi. Et il y a toute une histoire de l'opposition juive au sionisme qui est totalement occultée aujourd'hui, évidemment. De même qu'est occulté tout ce qui s'appelle islam libéral, islam d'ouverture, islam modernisant. Alors que, et c'est ce que mon prochain livre aux éditions de la Découverte va raconter, alors que la pensée libérale a très longtemps dominé toute la pensée musulmane. Voilà, ça, je pense, c'est les précautions qu'il faut prendre pour comprendre. Alors maintenant, on peut passer en revue toutes ces étapes. Alors, les premières dissensions... Alors, dernière chose, c'est aussi de faire un équilibre entre facteurs externes et facteurs internes dans cette désintégration. Tout le Proche-Orient éclaté tourne autour de l'identification des facteurs internes et externes, et puis de comment l'interne se coule sur l'externe ou l'externe se coule sur l'interne. Et chacun exploite l'autre dans des projets de puissance. Mais nous trouvons déjà les Arabes à la fin de l'Empire ottoman qui sont divisés, les élites pensantes, entre ceux qui pensent qu'il faut s'allier à l'Europe contre l'Empire ottoman, parce qu'ils estiment que c'est l'Empire ottoman ou c'est les Turcs qui ont stérilisé la dynamique arabe et de la civilisation arabe ou arabo-musulmane. Et puis ceux qui, au contraire, plaident pour une grande réforme religieuse de l'islam. C'est la première forme de panislamisme, mais qui n'a rien à faire avec le panislamisme d'aujourd'hui, qui est un panislamisme qui est tout à fait en interaction culturelle avec la philosophie des Lumières et avec l'admiration de l'Europe, au point de vue civilisation, progrès, etc. Et donc, eux disent qu'il faut faire une solidarité musulmane pour préserver l'Empire ottoman que les Européens veulent dépecer. Et donc, à l'inverse d'aujourd'hui, si vous voulez, il y a admiration de l'Europe tout en étant conscient des stratégies coloniales de l'Europe. Aujourd'hui, il semble qu'il n'y ait plus de conscience des stratégies de l'impérialisme, ou des stratégies de puissance américaine, européenne ou autres. Et en revanche, il y a une espèce de détestation culturelle qui vise à faire... La dernière fois que je suis venu ici, j'ai fait la théorie de l'homo islamicus. On enferme... tous les musulmans dans un stéréotype d'homo islamicus. Il y a aussi un homo hébraïcus, et tous les juifs qui ne seraient pas sionistes aujourd'hui sont marginalisés. Enfin, il faut saluer le phénomène du succès de Shlomo Sand et des ouvrages Shlomo Sand qui est très important. Mais Shlomo Sand est le dernier d'une série de très grandes personnalités juives qui ont été anti-sionistes et qui ont considéré que le sionisme était même, pour les juifs religieux, était même tout à fait contraire au dogme du judaïsme lui-même. Donc on a un premier élément de discorde. Et ça n'augure pas très bien aussi
de ce qui va se passer après. Bon, une fois que l'Empire ottoman s'effondre, à ce moment-là, le panislamisme, et encore une fois, je le répète, qui était un panislamisme d'ouverture, un panislamisme ouvert et moderne, va s'effondrer et nous allons avoir le nationalisme arabe de type laïque, modernisant, qui va s'imposer à cette période. Mais nous allons avoir une deuxième étape qui va rebouleverser toutes les données du monde arabe, lequel est évidemment fragmenté en différents États arabes. Et donc, il y aura une pensée nationaliste unitaire arabe en disant que ça n'a aucun sens qu'on soit fragmenté dans tous ces États qui ne sont pas viables en eux-mêmes tout seuls, sauf pour l'Égypte, bon, qui est une entité massive et qui a son propre nationalisme, lequel n'est pas un nationalisme non plus anti-arabe, hein, parce que bon, l'Égypte est très fière aussi de sa culture arabo-musulmane, et tous les Égyptiens ont écrit dans la langue arabe, l'ont maintenu, même ceux qui font du nationalisme égyptien, style Taha Hussein ou autres, écrivent dans une langue arabe, et dans une langue arabe superbe, et ne sont pas non plus hostiles à cette notion d'arabité. Mais second grand bouleversement, c'est les développements de l'économie pétrolière mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, on commence à développer sérieusement le pétrole du Moyen-Orient. Parce que jusque-là, le pétrole du Moyen-Orient, les 7 sœurs, le cartel qui domine le marché pétrolier mondial, n'ont pas du tout développé le pétrole du Moyen-Orient. Et je vous conseille à tous de lire un ouvrage remarquable publié chez vous, François, Timothy Mitchell, La démocratie carbone, qui est une histoire de l'influence du charbon puis du pétrole sur le fonctionnement du pouvoir et de la démocratie. Ouvrage qui est apparemment passé inaperçu. Moi, je regrette que vous ne m'en ayez pas parlé avant, parce que ça rejoint pas mal de mes propres perspectives, mais lui, il le fait. C'est vraiment une histoire du cartel pétrolier, des relations du cartel pétrolier avec l'impérialisme américain ou européen, et c'est absolument passionnant. Alors, on va commencer à développer le pétrole du Moyen-Orient, on va vers la société de consommation, on a donc de plus en plus besoin de pétrole, mais le pétrole n'a jamais été rare, ce que démontre Timothy Mitchell. Et nous allons avoir, si vous voulez, l'émergence du désert, de ces tribus, dont certaines étaient d'ailleurs commerçantes, le long des côtes notamment, hein, étaient tout à fait ouvertes. Le problème, c'est les tribus de l'intérieur de la péninsule arabique, celles qui ont été converties au wahhabisme et qui ont l'état d'Arabie saoudite, finalement, c'est un état pseudo-wahhabien. L'Arabie saoudite va devenir une puissance. Et je suis toujours très étonné comment elle n'existe pas dans les analyses. C'est-à-dire que l'accumulation de recettes pétrolières auprès de l'Arabie saoudite lui a permis de tisser une série de filets, de transferts d'argent dans le sens du développement d'un islam conservateur, parce que l'Arabie saoudite s'est vue absolument menacée par la montée du nasserisme et du nationalisme arabe. Et moi, c'est ce que je dis, il y a brusquement une victoire du désert sur la ville, alors que les centres urbains étaient au cœur du développement de toute la civilisation arabo-islamique. Hein. Tout d'un coup, cela revient à la Mecque et à Médine, alors que la Mecque et Médine avaient disparu pratiquement de l'histoire des Arabes ou de l'histoire de l'islam très peu de temps après la fin de la prophétie. Et je suis toujours très étonné quand je vois des analyses sur le Moyen-Orient qui font totalement l'impasse sur cette puissance qui a créé tous ces réseaux islamiques. D'ailleurs, si vous regardez avec les dates, le royaume d'Arabie saoudite, je crois que la Mecque est conquise en 1925 ou 1924, la Mecque et Médine.
Et le royaume, en 1928, on commence à obtenir des reconnaissances internationales. Et 1928, c'est aussi l'année où sont créés les frères musulmans en Égypte. La liaison est très peu faite, mais dans le livre de Timothy Mitchell, je l'ai trouvé fait. J'ai dit, ah bon, enfin quelqu'un qui a un peu de sens de l'histoire et un peu de précision dans l'histoire. Et Mitchell va démontrer que constamment, bon, ces royaumes pétroliers ont besoin de cet islam conservateur pour pouvoir survivre et pour pouvoir aussi finalement marginaliser petit à petit tout le patrimoine de la Renaissance islamique positive du 19e siècle et du début du 20e siècle, et évidemment le nationalisme arabe qui est considéré comme étant une aberration au point de vue théologique. Le seul nationalisme est un nationalisme pan-islamique, est un nationalisme musulman. Alors, on traite de l'islam comme si c'était une nationalité, que ça aurait toutes les caractéristiques de la nationalité. Et jusqu'à présent, je vois constamment, on parle de culture musulmane, de culture musulmane, de culture musulmane. L'islam, c'est d'abord de la théologie, c'est d'abord un livre saint, c'est d'abord une révélation. Culture musulmane au Pakistan, je ne sais pas, c'est quoi quand vous n'avez même pas la communication de langue, qui plus est, vous prenez l'expérience malheureuse du Pakistan. Le Pakistan, quelques années après avoir fait sécession de l'Inde, malgré toutes les concessions que les hindous avaient faites, va se casser en deux, puisque les Bengalis, qui sont non moins musulmans et sunnites, ont leur propre identité nationale et ne vont pas supporter la domination des Pakistanais du Nord. Et il y aura une guerre terrible de sécession. Mais cette espèce d'imaginaire et de déformation, d'ailleurs, de la lecture du Coran, alors, la déformation est extraordinaire, parce que dans le Coran, vous avez deux versets qui sont des versets formidables. Il y a un verset qui vous dit, si Dieu avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Bon, c'est déjà reconnaître que Dieu ne souhaite pas unir le monde entier dans une seule entité humaine. Et l'autre, c'est le verset qui dit nous vous avons créé peuple et tribus pour que vous appreniez à vous connaître. C'est du dialogue de culture et de civilisation, un appel qui remonte au 7e siècle et qui est tout à fait extraordinaire. Alors comment, à partir de deux versets comme cela, on peut bâtir enfin, ce que cet islam de Daesh et autres et compagnie, ou des frères musulmans d'ailleurs, peut nous raconter sur l'unité. Bon. Mais je crois que si on ne garde pas ceci en tête, alors vous avez aujourd'hui le petit Qatar, qui est une caricature d'Arabie Saoudite, qui est lui aussi wahhabite d'ailleurs, hein, qui fait feu de tout bois, Bon. Alors l'Arabie Saoudite qui est créée, la création de l'État d'Israël, hein, toujours dans la même étape. Un État basé aussi exclusivement sur le religieux. D'ailleurs, moi, je fais aussi souvent cette remarque que si nous regardons quels sont les trois grands alliés des États-Unis dans le tiers-monde, c'est trois États à exclusivisme religieux. Le Pakistan, qui a produit les talibans, l'État d'Israël et l'Arabie Saoudite. Il n'y a aucun allié démocratique hein, dans cette politique américaine à l'extérieur. Alors la création de l'État d'Israël, bon, c'était évidemment un tremblement de terre pratiquement aussi important que la création de l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, dans l'ouvrage qui remonte à loin maintenant, qui est de 89, l'Europe et l'Orient arabe, je crois que c'était l'Europe et l'Orient, oui, de la balkanisation à la libanisation. Je fais le rapprochement entre les deux. Et je me souviens, paix à son âme, on a eu à Beyrouth, à la faculté où j'enseigne jusqu'aujourd'hui, chez les jésuites, un professeur français remarquable qui s'appelait Ernest Teillac, qui enseignait l'économie politique. Et il a fait un petit ouvrage qui s'appelle Économie politique pour les Arabes, dans lequel il parle de la double tenaille du capitalisme pétrolier et de l'État d'Israël sur le monde arabe. Et personnellement, d'ailleurs, moi j'ai repris souvent, je pense qu'il y a
effectivement un effet de tenaille entre les deux qui est très important. C'est une tenaille et le monde arabe, c'est une noix. On les frite avec une petite tenaille. Autre étape, la naïveté du président Sadat qui signe les accords de Camp David. En 1978-79. Hein. 78-79. Il veut absolument sortir de sa relation avec les Russes. Il s'en explique pas beaucoup, d'ailleurs, dans ses mémoires, mais simplement, il est fasciné par l'Empire américain. Et ça, on comprend. Moi. Je comprends très bien que l'Empire américain fascine. Et en fait, quand on regarde jusqu'aujourd'hui le contenu des soi-disant négociations entre l'État spoliateur d'Israël et l'autorité palestinienne, c'est uniquement l'application des volets de Camp David, où il n'y a qu'une autonomie administrative pour les Palestiniens, en réalité. Mais l'Égypte exclue de la Ligue des États arabes, c'est aussi une onde de choc extrêmement forte, l'Égypte étant le pays le plus puissant militairement, par sa démographie, par sa culture, par son histoire. Étape suivante, la guerre d'Afghanistan. C'est passé comme une lettre à la poste. Alors qu'on a les Israéliens qui occupent la Cisjordanie et Gaza, en plus des territoires occupation tout aussi légitimes de 1948, on trouve moyen d'entraîner des dizaines de milliers de jeunes Arabes pour aller se battre où? En Palestine. Mais non. On les envoie là-bas, au fin fond du diable, en Afghanistan. Avec qui? La civilisation arabe n'a plus aucun contact, sauf du temps où c'était le Khourasan, donc dans les beaux siècles, les 2-3 beaux siècles de la civilisation islamique, mais aucun contact culturel, humain, aucun intérêt géostratégique pour les Arabes. Et ça passe comme une lettre à la poste. Moi, j'ai été très frappé à l'époque. Alors, comment cette idée que partout on défend les musulmans dans le monde, on les défend contre l'athéisme, contre le judéo-bolchevisme, contre, vous avez tous les délires qu'on peut avoir à ce moment-là. Et croyez-moi, cette guerre d'Afghanistan, c'est elle qui est à la source de tous les malheurs d'aujourd'hui. D'où vient Daesh? Il vient de la première guerre d'Afghanistan. S'il n'y avait pas eu cette guerre d'Afghanistan, il n'y aurait jamais eu de Daesh ou la puissance des réseaux frères musulmans tels qu'ils existent aujourd'hui. Nouvelle étape qui va contribuer à diviser un peu plus les Arabes entre eux, la révolution iranienne. Alors, la révolution iranienne pose un problème redoutable. Voilà, une révolution. Enfin, quand on dit religieuse, moi, j'ai beaucoup de restrictions dessus. La masse des Iraniens n'était pas religieuse. Qui sont descendus dans la rue étaient des communistes, étaient des moujahidines khalq, étaient des libéraux du bazar. Bon, elle a été confisquée par une partie de la hiérarchie religieuse iranienne. Mais révolution religieuse avec cette innovation un peu détonnante de la wilayat faqih, qui est anti-impérialiste. Quand les Américains ont soutenu Khomeini, ils pensaient qu'ils seraient comme les Saoudiens et qu'ils allaient faire une politique pro-américaine et conservatrice. Bop. Et il y a eu vraiment une absence de réflexion et voilà que le régime devient pro-palestinien à mort, à une époque où les pays arabes sont ailleurs, et où les États arabes. Et anti-américain, l'Amérique c'est le grand Satan. Alors, tout le vocabulaire nationaliste arabe anti-impérialiste est islamisé à la façon iranienne, et donc devient aussi très accessible à de larges couches populaires. Moi, souvent quand j'entendais parler des amis marxistes ou des chefs marxistes que j'ai pu connaître, comme Georges Habash ou d'autres, quand il haranguait les foules en parlant du prolétariat, je me disais, mais bon sang,
ces foules, qu'elles soient rurales ou du petit peuple urbain de Beyrouth ou du Caire ou d'ailleurs, que peut vouloir dire pour eux le mot prolétariat? Et voilà que, si vous voulez, la révolution iranienne vient islamiser les vocabulaires. Au lieu de prolétariat, on a le mustadafin, le mazloumin, les opprimés, etc., qui a peut-être été d'ailleurs volé à Frantz Fanon, Les damnés de la terre, hein, ou à Taha Hussein, qui a aussi écrit El Mu'azzaboun. Bon. Et les Arabes vont se diviser sur la question iranienne. Alors, une partie des Arabes, alors notamment là où on va claquer des dents, c'est dans la péninsule arabique. Parce qu'entre l'austérité des religieux iraniens telle qu'elle apparaît, n'est-ce pas, et le train de vie fastueux de ces familles royales et princières et le gaspillage, on claque des dents. Et depuis la révolution iranienne, pro- et anti-iranien, ça scande la vie politique et intellectuelle chez beaucoup d'Arabes. Alors, certains diront tous les malheurs du monde arabe viennent de l'Iran aujourd'hui. On a complètement oublié Israël, d'ailleurs. Hein. Et d'autres diront, mais enfin, comment l'Iran aide les Palestiniens à aider la résistance libanaise à se débarrasser de l'occupation israélienne, et comment peut-on l'avoir comme un ennemi? Ce que j'ai appelé, moi, le Guantanamo intellectuel dans lequel on s'est enfermé. Et là, dans cette étape, alors la folie complète de Saddam Hussein, qui se revoit comme les premiers conquérants arabes de la Perse au 8e siècle, et qui, par procuration, pour le compte des États-Unis et des États pétroliers du Golfe, sans même, je pense, qu'il ait bien regardé la carte géographique pour voir l'immensité de l'Iran, il rentre en Iran. Il pensait que l'Iran allait tout de suite demander un cessez-le-feu, etc. En réalité, là aussi, il était d'une naïveté. Et lui et en fait ceux qui l'ont poussé ont été d'une naïveté vraiment exceptionnelle. Et bon, alors après l'Égypte, la seconde puissance militaire arabe s'effondre. Et nous assistons d'ailleurs à ce phénomène assez contradictoire de crimes contre l'humanité qui sont commis au nom de principes humanitaires par les Nations Unies quand ils font un embargo économique total qui va priver la population, même de médicaments irakienne, la population irakienne, n'est-ce pas? D'ailleurs, plusieurs rapports des Nations Unies mentionnent qu'il y a eu au moins 500 000 victimes de l'embargo, femmes et enfants et vieillards, n'est-ce pas? Et tout ça au nom des principes d'intervention humanitaire et de la morale, bon chic, bon genre. C'est un affreux dictateur. Il faut tout mettre en action pour se débarrasser de lui. L'affaire irakienne va aussi totalement paralyser la Ligue des États arabes, alors que les États arabes, la Ligue se réunissait et tentait de trouver une solution pour obtenir le retrait d'Irak du Koweït. Hosni Moubarak, à l'époque, tape sur la table et dit non, non, pas du tout, il n'y a pas de compromis. On marche avec la coalition occidentale pour faire évacuer par la force le Koweït. Nouvelle étape ensuite, dans ce que j'ai appelé d'ailleurs dans le Proche-Orient éclaté souvent une certaine naïveté, les accords d'Oslo. Les accords d'Oslo, c'est une reconfirmation du volet palestinien des accords de Camp David. 93. À l'époque, j'ai été consulté par l'OLP au plus haut niveau, mais les accords avaient été signés. Je leur ai dit, vous avez signé votre propre arrêt de mort. Ils m'ont dit, comment? Ben voyons. J'ai dit, bébé, enfin, alors, vous n'avez pas un juriste parmi vous qui vous montrera ça? Mais à l'époque, là aussi, alors il faut se méfier. Les médias jouent un rôle, n'est-ce pas? Cette histoire de poignée de main. Et tout le monde a dit, ça y est, les Israéliens et les Arabes, ils s'embrassent, tout va très bien, c'est la paix, c'est formidable, c'est extraordinaire. Et personne ne s'est donné la peine de regarder vraiment le contenu des accords d'Oslo.
Les accords d'Oslo, c'était de créer une prison pour les Palestiniens. D'ailleurs, on la voit. Et tous les jours, elle est de plus en plus là. Avant-dernière étape, les attaques terroristes sur New York et Washington. Alors, comme si vous vous souvenez, pendant 3-4 semaines, il y a eu 0 revendication. L'administration américaine a tout de suite attribué ça à Oussama Ben Laden. Moi, je pense qu'il a dû longtemps se gratter la tête en se disant « Ah oui, j'ai vraiment fait ça. Ah bon, peut-être. » Il a mis 3 semaines après à dire « Ah oui, 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 les méchants judéo-croisés, etc. » Bon. Alors, à partir de là aussi, nous rentrons évidemment dans la création de ce personnage mythique, l'Homo Islamicus, par définition. Je crois qu'au mois de mai, quand j'étais là, j'en ai parlé aussi. Les images en boucle et les vidéos qui arrivent toujours à Al Jazeera, elles n'arrivent jamais ailleurs qu'à Al Jazeera. Et on voit un personnage de type biblique, une canne, bon, il a un kalachnikov, mais il est en sandales dans les montagnes arides d'Afghanistan, qui peuvent rappeler d'ailleurs certaines parties de la Palestine qui sont montagneuses. On est en pleine Bible, hein, en plein Ancien Testament. Et il est installé sur la place comme incarnant l'Homo Islamicus par définition, bon, même si c'est un ennemi des États-Unis, mais aujourd'hui rebelote avec ISIS, évidemment. Hein, la même chose. Et puis moi, je suis très étonné quand j'écoute les dirigeants américains qui vous disent « Oh, il nous faudra des années, n'est-ce pas, pour nous débarrasser de Daesh. » Enfin, moi, je croyais très naïvement que l'armée irakienne avait été entraînée et armée par les Américains, qui étaient restés là quand même 8 ans, et que donc l'Irak allait sortir un pays renforcé, démocrate, avec une belle armée. Bon, rien du tout. 15-20 000 combattants en l'espace de quelques jours prennent 20-30% du territoire irakien. Puis évidemment, ils étaient aussi en Syrie. Ils élargissent en Syrie. Puis comme on est toujours un peu manipulé par les médias, par exemple, la grande bataille de Kobané, là, brusquement, elle a disparu des écrans. Qu'est-ce qui se passe à Kobané? On ne sait plus rien. Alors heureusement, on a égorgé ce malheureux journaliste américain, ça occupe tous les écrans. Qu'est-ce qui se passe à Kobané? On n'en sait rien. Brusquement, il n'y a plus rien. Et je pense que, malheureusement, nous ne prenons jamais assez de recul par rapport aux médias. Et c'est tellement en boucle constamment qu'effectivement, je pense que c'est destiné à paralyser une quelconque réflexion. Alors, combien George Bush Jr. a parlé du fascisme islamique, combien il a parlé d'un califat, alors que Ben Laden n'avait jamais prononcé le mot de califat, lui. George Bush Jr. A pris le micro à sa place. Il a dit, il y a un projet d'établir un califat musulman qui va vouloir envahir l'Europe, etc. Pendant des années, presque tous les jours, il répétait cela. Et finalement, bon, ça a mis un peu de temps, mais maintenant, on y est arrivé. On a le calife, là, autoproclamé. Dernière étape, et je conclurai parce que je vois que le temps avance. Alors je dirais, ce ne sont pas les révoltes arabes, moi j'emploie jamais le mot printemps, hein, c'est les révoltes arabes qui ont été un formidable mouvement populaire de Oman jusqu'en Mauritanie. Elles ont, évidemment, fait trembler tous ceux qui ont des intérêts stratégiques dans les régions et tous les régimes en place. Et donc, on a très vite organisé la contre-révolution à une allure éclatante, alors avec des erreurs internes. L'armée égyptienne a cru bien faire de s'allier aux frères musulmans pour casser le mouvement de la place Tahrir. Et puis quand elle s'est aperçue qu'ils étaient en train de gangréner tout l'État et qu'ils allaient beaucoup trop loin, avec l'Arabie saoudite d'ailleurs de concert, là, ils ont décidé et ils ont réussi à mobiliser des foules importantes. Les Égyptiens en avaient marre aussi, ça c'est vrai. Donc, ils ont arrêté donc, aussi les frères musulmans et le résultat aujourd'hui c'est une violence malheureusement qui se développe constamment en Égypte. Contre-révolution à Bahreïn, alors ça aussi, je suis étonné du silence assourdissant. Moi, j'en ai mal aux oreilles. À Bahreïn, l'armée saoudienne qui est rentrée casser des manifestants.
vraiment étonnant, hein. Plus personne ne s'en occupe, personne n'en parle. Bon, un peu partout, vous avez de la contre-révolution qui s'installe et qui veut empêcher. C'était un formidable mouvement libertaire, hein, que nous avons eu. Et c'était un mouvement aussi, et là, bon, j'écris beaucoup dessus, mais les gens ne s'intéressent pas au socio-économique. Le mouvement de 2011 était un mouvement de revendication socio-économique avant que d'être un mouvement de revendication de la liberté. Voilà. Je m'excuse. Mais si vous voulez, pour 80% ou 90% des peuples arabes, la question aujourd'hui, c'est de cesser de vivre dans cette quasi-misère qui a été créée par l'économie de rente, entre autres, où de nouveau on peut retrouver le pétrole. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Bon, l'aspiration à la liberté, elle est beaucoup plus, elle est tout à fait légitime, mais elle est beaucoup plus le fait de couches relativement aisées. Hein. Mais l'ensemble de la population, c'est avant tout l'emploi et le niveau de vie. Et quand on regarde les statistiques du monde arabe, c'est les statistiques les plus déplorables parmi tous les continents, parmi tous les autres continents, y compris l'Afrique subsaharienne. Et je ne vais pas détailler. Donc, nous avons ce mouvement de contre-révolution. En Libye, on a vu ce que c'est et on a vu ce que l'intervention a donné. Ne parlons pas de la Syrie où c'est un crève-cœur de voir ce pays phare et de la culture arabe et même de patrimoine archéologique exceptionnel. Dans quel état il est? Enfin, on avait eu un avant-goût aussi après l'invasion américaine de l'Irak. La mise en place d'une guerre civile entre sunnites et chiites en Irak. Tout ça est très documenté. Il y a des articles de Seymour Hersh, quand les Américains ont réalisé qu'en fait, ils avaient raté le coup en Irak et que c'était l'Iran qui profitait plus que les États-Unis. Donc, planification d'une politique visant à opposer sunnites et chiites. Et évidemment, les gouvernants qui étaient là, qu'ils aient été sunnites ou chiites, c'était vraiment pas la crème de la société irakienne. Et donc, nous avons le paysage d'aujourd'hui, qui est un paysage assez déplorable. Deux mots de perspective d'avenir. Hein. Soit cette guerre qui a pris une tournure de guerre religieuse, hein, ou une expression de guerre religieuse, va aller vers un retour ou une réappropriation de toute la tradition de l'islam libéral, qui est le vrai islam. L'islam se définit lui-même comme la religion du juste milieu. Et à ce moment-là, on reviendra à des positions laïques. Et c'est le moment, d'ailleurs, moi je le prêche dans tout ce que j'écris, et je dis, moi je profite. Hein, je dis, mais écoutez, dans les pays arabes, dès qu'on n'est pas uniquement entre sunnites, comment vous faites pour organiser le pouvoir s'il y a des musulmans qui appartiennent à d'autres communautés ou à d'autres pratiques musulmanes, hein. Donc, c'est le moment, je pense, de plaider la laïcité aujourd'hui. Ça demande un peu de courage, mais c'est dans l'intérêt même de toutes ces malheureuses populations. Ou bien, si on va continuer avec cette instrumentalisation du religieux, alors ça peut durer extrêmement longtemps. Et tant que le pétrole coule, ça n'empêche personne de dormir en Occident. Alors bien sûr, on va se choisir ses bons, on va se choisir ses mauvais, on va tonner contre tel autre chef d'État, on va se taire sur tel autre. Et moi, je ne suis pas un partisan de l'indignation sélective. Soit on s'indigne sur toutes les pratiques qui sont contraires à une conception des droits de l'homme et de la femme, soit il vaut mieux rester en dehors d'un jeu qui, on voit les résultats sur le terrain, qui finit par aboutir à des sociétés qui sont dévastées à tous les points de vue, au point de vue moral, au point de vue éthique, au point de vue matériel. Ce qui arrive à la Syrie et le Liban aujourd'hui est extrêmement menacé, ne serait-ce que par le poids des réfugiés syriens, par les infiltrations de Daesh qui sont de plus en plus fortes. Et donc, on a eu des soldats de l'armée libanaise enlevés par Daesh et Nusrat. Alors, il paraît que Daesh, c'est les fanatiques et Nusrat, ça va. Ils sont à peu près... Bon. Et on a eu déjà 2 ou 3 décapitations de soldats libanais. Bon, et bon, il paraît qu'il faudra 20 ans, d'après les Américains, pour arriver à éliminer
le phénomène Daesh. Alors, bon, je pense qu'il faut un examen de conscience, et c'est pour ça que j'ai essayé d'identifier toutes ces étapes, pour qu'on soit conscient des différends qui ont déchiré la pensée arabe, et d'ailleurs ce sera l'objet du livre que je publie en mars-avril, pour essayer de se ressaisir et de revenir à une conception du monde, à un système de compréhension du monde chez les Arabes qui soit beaucoup plus proche des réalités et qui ne soit pas dans les imaginaires fous, ou bien, malheureusement, et je ne peux pas terminer avec une note d'espoir, hein, je ne serais pas sérieux, hein, bien ça peut encore continuer. Et puis n'oublions pas, il y a un rôle turc qui est extrêmement négatif aussi, qui est assez ahurissant. La multiplicité des interventions. Alors vous avez les contradictions secondaires, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'Arabie saoudite est contre le Qatar, que ça va très mal entre le Qatar et les autres, mais pour employer un vocabulaire marxiste, c'est des contradictions secondaires à l'intérieur du même camp des conservateurs qui ont à cœur de préserver l'ordre acquis, c'est-à-dire l'ordre d'une économie de rente dans laquelle les privilégiés, tous ceux qui tournent autour des pouvoirs, font des fortunes absolument hors normes, hein, et dans lequel le reste des populations, c'est le chômage, c'est la pauvreté, c'est l'exclusion, au point que l'on risque sa vie pour traverser la Méditerranée dans l'espoir qu'en Europe, on pourra vivre un peu plus dignement que dans les pays arabes. Et voilà, c'est rien que cela, le nombre de morts qu'on a qui traversent la Méditerranée pour échapper à cet enfer socio-économique. Hein. Là, les gens votent avec leurs pieds ou avec leurs bateaux. Hein. Et là aussi, c'est pour ça, et je reviens à mon point de départ et je termine là-dessus, si on n'a pas les contextes socio-économiques en tête, si on n'a pas les étapes historiques avec un minimum de précision et avec, si vous voulez, votre ouverture est à 180 degrés, on balaye tout le champ. Hein. On ne peut pas se taire sur certains comportements et puis dénoncer de façon obsessionnelle d'autres comportements. La dénonciation de l'Iran est obsessionnelle, y compris en Occident. Aujourd'hui, si le régime iranien était pro-américain, tout le monde trouverait le Hezbollah magnifique. Hein. Personne ne dirait un seul mot. Et il ne faut pas oublier non plus que le but de la politique américaine, parmi de nombreux buts, c'est la sécurité d'Israël, et qu'un monde arabe aussi fragmenté, aussi affaibli, un nouveau Moyen-Orient que George Bush Jr. Voulait créer, à base d'entités évidemment encore plus faibles que les entités qui sont issues des accords Sykes-Picot, c'est la garantie de survie, encore ou de prolongement de l'existence israélienne, qui, à mon avis, personnellement, je pense que de toute façon, c'est un phénomène tellement contre nature qu'on est en plein 21e siècle. Ce qui est une colonisation de peuplement, à mon avis, ça ne tiendra pas. Alors ça prendra le temps que ça prendra. Alors c'est pour ça que je dis, le tout est de savoir, est-ce que nos paroles sont des paroles qui permettent d'aller plus vite vers l'apaisement, ou ce sont des paroles qui entretiennent les conflits. Voilà, et je vous remercie. Merci Georges. Donc il nous reste 23 minutes pour débattre, poser des questions. Donc est-ce que vous avez des interventions? Oui. Allez-y. Il y a un micro qui arrive derrière vous. Monsieur le professeur, ne pensez-vous pas que l'une des grilles de lecture fondamentales des révoltes arabes se manifeste précisément au travers de la gestion financière publique pitoyable des États arabes, en particulier bien sûr la fiscalité directe, grille de lecture qui est d'ailleurs complètement occultée dans les analyses, totalement absente, sachant que, comme vous l'avez évoqué, ces éléments donc, qui sont endogènes aux États sont liés à des facteurs exogènes, parce que tous ces aspects sont liés au final au partenariat euro-méditerranéen, aux politiques de développement de l'Union européenne
et in fine aux politiques ultralibérales des institutions financières internationales, Bretton Woods, Fonds monétaire international et Banque mondiale. Seconde question, si je peux me permettre, dans un contexte de Moyen-Orient en pleine ébullition, pensez-vous que le salut pourrait venir du groupe des BRICS? D'ailleurs, ces pays, 5, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et puis l'Afrique du Sud, ont vocation très prochainement à instaurer, à établir une institution financière internationale qui a vocation à contrebalancer celle de Bretton Woods. Merci infiniment. Bon, la première question, c'est de la musique à mes oreilles. Moi, j'ai écrit énormément d'articles pour expliquer que les révoltes arabes étaient socio-économiques avant que d'être des révoltes politiques. Mais le problème aussi, c'est qu'au lieu de discuter des causes socio-économiques des révolutions, on s'est remis à discuter théologie politique. La place de la charia dans la Constitution. Ça a occupé tout l'espace intellectuel. Si on avait vraiment discuté des problèmes de développement socio-économique, pourquoi cet échec d'appropriation des sciences et des techniques dans le monde arabe, qui est lié à l'économie de rente? Lorsque vous avez de telles rentes, rien ne vous pousse à approprier la technologie. Alors c'est clair, oui, mais j'avais même publié un article dans une revue très bon chic, bon genre, Arab Contemporary Affairs. Quand vous publiez en anglais, vous avez plus de lecteurs. Et alors, j'ai été regardé, parce qu'après ils vous donnent le nombre de hits, combien de personnes avaient regardé mon article. J'étais au bas de l'échelle. Tout le monde avait regardé les articles sur la place de la charia dans les nouvelles constitutions des pays arabes. Bon. Qui peut-on... Alors, le libéralisme des institutions, oui, mais enfin, rien ne vous oblige à l'accepter. Le problème, et ça je l'ai dit dans plusieurs conférences, c'est que les jeunes générations d'Arabes, aujourd'hui, elles sont toutes formées en Europe ou aux États-Unis, donc elles sont formatées néolibérales. Elles ne voient pas autre chose. Même quand vous leur dites, mais enfin, allez voir qu'est-ce qu'a fait la Corée du Sud, Taïwan, la Chine. Rien à faire. Et ça, c'est un énorme problème. Alors, quand les jeunes Arabes recevaient ces innombrables bourses de l'URSS, ils revenaient tous socialistes. Aujourd'hui, ils vont aux États-Unis, en Europe, ils reviennent néolibéraux. Et moi, les gens de ma génération, une fois qu'on va disparaître, je ne sais pas ce qui va rester. Hein. Et on risque de continuer de discuter de la place de la charia dans les constitutions ad vitam aeternam. Bon, et les émergents? Non, les émergents, moi je suis assez sceptique, parce qu'eux profitent de la globalisation, ils n'ont pas intérêt à la casser, parce qu'ils avaient des politiques intelligentes, ils ont su en profiter. Quand vous lisez les communiqués du G20, ils ne diffèrent pas qualitativement des communiqués du G7. La Russie est très affaiblie. Aujourd'hui, vous avez, contrairement, alors moi j'ai beaucoup d'amis qui disent, ça y est, on a gagné. Non, moi je pense que les États-Unis sont plus forts que jamais. Quand vous avez le soft power des États-Unis et de l'Europe, d'ailleurs, et que vous tenez la formation intellectuelle de 80% des élites arabes, non. Mais le problème, c'est que vous avez tout un bloc de gens plutôt de ma génération que de gens jeunes, hein, mais qui disent on a gagné, le régime syrien tient, l'Iran tient, la Russie tient, on a les BRICS, on va y arriver. Non, moi je ne crois pas. La Russie, si ça dure longtemps, je ne sais pas combien de temps il va pouvoir tenir Poutine. Hein, il y a une pulsion de l'Occident politique, de l'OTAN, enfin, ils sont surpuissants. Alors évidemment, on se lamente en France, on se lamente sur l'état de la France, il faut regarder l'image plus large. La presse arabe aujourd'hui, elle est massivement aux mains des pays pétroliers. Le Hayat, le Sharq al-Awsat, les chaînes satellitaires, voilà. Donc dans la bataille du soft power, comment battre l'impérialisme américain et ce qui reste d'impérialisme européen, lequel suit l'impérialisme américain tout à fait. C'est à ça que votre génération devrait réfléchir.
Madame? Oui, Nora Khalaf, je voudrais vous demander pourquoi est-ce qu'on ne peut pas inclure le siège du Liban, Prenez le micro. le siège du Liban en 1982 comme une étape importante dans la cassure qui s'est passée au Moyen-Orient. Parce que, non seulement à cause du problème palestinien, mais parce que Beyrouth, en ce moment, recevait beaucoup d'intellectuels, les Syriens, les opposants syriens, les opposants irakiens, et donc c'était toute une école de révolutionnaires qui se formait, qui a été cassée en 1982. Ce qui vous ramène, bon, ma question est un peu complexe sur le rôle des intellectuels, et vous venez d'en parler, les générations d'intellectuels et le problème des intellectuels. Ce n'est pas seulement le problème des pouvoirs dans le monde arabe, le problème des intellectuels qui ont été pris par la question aussi de l'action du pétrole, etc. Et troisièmement, c'est dans la question le Liban, c'est-à-dire le confessionnalisme libanais, au lieu que les intellectuels jouent un rôle pour changer le système, en fait, maintenant, le confessionnalisme se répand. C'est-à-dire, dernièrement, j'ai lu que l'Irak devient comme le Liban. Ça fait un et moment, ça, c'est le problème des intellectuels, encore une fois. Merci. Oui, sur le Liban, vous aviez tout à fait raison. Je l'ai zappé de mon exposé pour ne pas être trop long. Mais est-ce que je peux vous dire que c'est même le titre du prochain éclaté. Et l'autre jour, je suis retombé sur mon manuscrit d'origine. Il s'appelait Le Canal et l'Oléoduc. Et j'ai changé parce que je l'ai achevé au moment de l'invasion israélienne de 1982. Et là, je me suis dit, on est fichu. Parce que, effectivement, on était à Beyrouth, le grand centre culturel du monde arabe. Et aucune armée arabe qui bouge. Israël qui arrive en 5 jours à Beyrouth. Et même les Beyrouthins dont j'étais à l'époque, à un moment donné, il y a eu des tirs nourris, n'est-ce pas? J'ai dit, ah ça y est, on a repoussé, on a empêché les Israéliens d'entrer à Beyrouth-Ouest. Non, c'était le mondial de football, l'Algérie avait gagné sur l'Allemagne. Ah, j'ai dit, on est fichu. J'ai dit, on est fichu. Et 82, vous avez raison, moi je le mets en général, mais là j'ai oublié, dans les facteurs de désintégration, vous avez tout à fait raison. Mais le communautarisme, je vais vous dire, il y a des business intellectuels. Le régime communautaire a une clientèle depuis très longtemps. Et sur l'Irak, moi je me souviens, je ne veux pas citer de nom, enfin, avant l'invasion américaine, tout le monde s'est mis à dire « Ah, pour les questions d'Irak, il faudrait un régime communautaire comme au Liban ». Alors qu'à l'époque, même si vous voulez, l'opposition en Irak ne disait pas « Moi je suis une opposition chiite contre un pouvoir sunnite ». Ça c'est venu très très tard. Alors ça c'est les récits canoniques après qu'on met en place. Et donc oui, c'est terrible, mais que voulez-vous? Mais enfin, on obtient, la société civile obtient des petites victoires au Liban. On l'oblige, par exemple, à enregistrer des mariages civils qui sont faits par les notaires au Liban. Il y a eu 3 ou 4 mariages qui ont été... oui, on n'a plus la mention de la confession sur la carte d'identité. Ce qui a été fait d'ailleurs durant la période d'occupation d'hégémonie syrienne au Liban. Et donc, il y a des petites victoires comme ça, mais qu'est-ce que vous voulez quand partout les gens n'ont que le mot sunnite, chiite, druze, alawite, yézidi, les malheureux là maintenant, etc. Qu'est-ce que vous voulez? Aller à contre-courant, c'est vraiment pas facile. Et on fait des carrières, on fait même des carrières académiques là-dessus. Moi, j'ai beaucoup de mal, et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis jamais intégré à l'université française. Chaque fois, moi, des étudiants viennent me voir, leurs profs leur demandent « Mais toi, tu es de quelle communauté religieuse ?» Je dis « Par exemple, moi, je suis alawite. »« Oh, très intéressant, tu vas me faire une thèse sur les alawites. »« Et toi, tu es... » Ah, tu es maronite, très bien, tu nous écris sur les maronites. Donc on ne fait écrire aux étudiants que des sujets sur les spécificités communautaires qui sont beaucoup plus imaginaires que réelles. Et puis tout ce qui est transcommunautaire n'est étudié par personne.
Alors maintenant, le nombre d'étudiants qui viennent me voir, ils détestent sur le Hezbollah et les chiites, ça n'en finit plus. Ça n'en finit plus. Monsieur, il y avait une question là. Bonjour, Bernard Cornu. Je suis d'accord, vous savez, sur l'essentiel. Mais en passant directement de la guerre Irak-Iran, du début de la guerre Iran à la guerre de Koweït, 91, vous avez aussi oublié de parler de la genèse de ces guerres. Et il y a une période fondamentale que j'ai un peu évoquée, c'est la période 70-72, dans laquelle les pays pétroliers, producteurs, ont tous voulu passer des quelques pourcents, 5 à 10% de royalties à 50%. Même les Saoudiens et Yéménis, même le Shah, ça avait commencé en Algérie, en Libye avec Kadhafi, mais même les autres étaient mis. À l'époque, en 72, le pétrole était à 2,4 $, un équivalent 13 aujourd'hui, donc pas cher. Et donc, pour les sociétés américaines qui pilotaient la politique étrangère américaine, parce qu'elles ont les moyens, parce qu'ils ont intérêt, il fallait à tout prix que le pétrole augmente. Et vous avez cité la guerre d'octobre 73. Je rappelle. Non, je ne vais pas citer. Oui, vous l'avez posité, enfin bon, ça a été une étape importante. Vinogradov, à l'époque, ambassadeur au Caire, ambassadeur russe, politique, a écrit que c'était un plan, non pas syro-égyptien, mais un plan des Américains avec Saddam, qui voulait faire quelque chose, et avec les Israéliens. Et que ça a été camouflé comme une collusion syro-égyptienne, mais dans laquelle la Syrie, elle, serait affaiblie. Et en juillet 72, Kissinger est allé à Téhéran signer un accord secret, négocier un accord secret pour déstabiliser l'Irak, qui avait été stabilisé à partir des accords basses kurdes en 70. Et ceci, moi, à mon avis, explique qu'ils ont déjà à l'époque décidé de lâcher le Shah, d'amener un régime futur, etc., quelques années après, et de relancer des combats entre des pays pétroliers qui n'étaient pas soumis à eux, c'est-à-dire entre l'Irak et l'Iran. Et moi, j'ai vécu cette période-là de très près, j'ai suivi la montée à la guerre, les provocations aux frontières, que n'évoque pas du tout, par exemple, le bouquin de Rassou sur la guerre avec l'Iran. Il y a eu 524 provocations aux frontières, qui sont des suites, pour moi, essentiellement, des accords secrets de Kissinger, à l'époque, en 72, à la demande des compagnies pétrolières. Je crois que c'est fondamental. Encore une fois, le pétrole de l'Irak, c'est le moins cher du monde. Il y a quelques années, 4 $ le baril, et on l'a vendu 110 pendant 4 ans. Ça fait un transfert de 500 milliards de dollars pour 4 pays, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats et Koweït. Ils ont eu pendant 3 ans et demi, pendant la période des révolutions arabes, 500 milliards. Ils en donnent quelques pourcents, ça suffit pour foutre le bordel partout. C'est un autre détriment de Japonais, d'Européens et de tiers monde. C'est 500 milliards. Oui, malheureusement, en l'espace de 3 quarts d'heure, on ne peut pas rentrer dans tous les détails. Je parlais de l'économie pétrolière. C'est dès les années 60 qu'ils commencent à accumuler des surplus qu'ils savent utiliser pour déstabiliser les régimes nationalistes arabes de l'époque. Bonjour. Alors moi j'ai 2 questions qui n'ont pas de lien direct, mais la première c'est en fait, si on se rappelle bien, là dans la définition de l'axe du mal à l'époque de George Bush Jr., il y avait déjà la Syrie. Et est-ce qu'au final l'inaction internationale par rapport à ce qui s'est passé en Syrie n'est pas finalement un accomplissement indirect du souhait de disparition du régime de Assad, qui pour moi en plus est le dernier... les restes du nationalisme arabe, en fait, qui est quasiment le dernier régime. Et ma deuxième question, qui n'a pas grand-chose à voir, c'est quels sont les mécanismes, disons les mécanismes majeurs d'influence des pays pétroliers sur les autres, en dehors juste en dehors des simples dons d'argent ou de prêts bancaires. Est-ce qu'il y a d'autres mécanismes qui permettent justement de contrôler ces pays et d'exercer des pressions pour qu'ils suivent les politiques des monarchies pétrolières? Excusez-moi, on va prendre une série de questions. Oui, ok. Bonjour monsieur. Moi, je voulais vous poser une question concernant en fait la fracture en fait entre chiites et sunnites, qu'on mettait complètement en cause, et ça peut se comprendre parce qu'elle sert à des fins de manipulation, que ce soit politique ou médiatique.
Mais moi, je voulais vous interroger si, par exemple, pour le cas du Liban, vous savez s'il y a des combattants sunnites ou des sunnites qui sont au sein de Hezbollah, ou alors si, par exemple, dans le cas de Daesh, il y a des chiites chez Daesh. Il me semble qu'il y a quand même une sorte de repli communautaire et sur des axes religieux qui se met en place en ce moment, malheureusement. Mais on voit ça, c'est une composante aussi du conflit qu'on doit traiter d'avoir en tête quand on parle du Proche-Orient traité. Ouais. Oui. Ma question est très simple. Dans le tableau que vous avez dressé, comment vous voyez la question kurde? Nous sommes ici et nous avons une exposition de l'IREMO sur les Kurdes. Et cette question revient très souvent dans les médias occidentaux. Les Kurdes qui sont présentés comme les gentils, les bons, ceux qui sont porteurs d'espoir. Comment vous voyez ça dans le tableau que vous avez dressé? Bon, là, je crois qu'il faut que ça soit. C'est les dernières questions, parce qu'il ne nous reste plus que 6 minutes. Donc, c'est fait. La Syrie, les Kurdes, les chiites. Non, là, on ne va pas y arriver. Et le rôle de la société civile, qui n'apparaît pas du tout dans toutes ces. Enfin, là, j'ai parlé au moins pour le Liban. Société civile. Bon, répondez à ce que vous pouvez. C'était beaucoup. Non, la Syrie, c'est clair qu'un des problèmes, c'est que la Syrie, l'axe Iran, Syrie, Hezbollah, ne plaît pas aux politiques américaines et européennes, notamment dans l'optique de la protection d'Israël. Et la puissance de feu acquise par le Hezbollah est considérée d'ailleurs comme une grande menace par les Israéliens. Alors, il y a eu beaucoup de flottements sur le régime syrien, parce que, d'abord, là aussi, mais on ne peut pas rentrer très loin, mais mettons, du temps de Hafez père, bon, il n'y a jamais eu d'imprécation contre lui, malgré ce qu'il a pu faire à Hammam, malgré ce qu'il a fait au Liban, malgré sa domination. Jacques Chirac, la dernière fois qu'il s'est adressé au Parlement libanais, c'était au sommet de la francophonie. Il leur a dit, mais vous savez, il faut accepter la présence syrienne jusqu'à la résolution du conflit palestinien. Ça, tout le monde oublie, tout le monde zappe tout ça. Après, il y a eu beaucoup de zigzags, c'est-à-dire que les Américains ont fait de grosses pressions. Il y a eu le fameux acte Syrian Accountability Act qui commençait à mettre un peu de sanctions et de pression sur le régime syrien. Et à l'époque, c'était Madeleine Albright. La théorie, c'était que le régime change de comportement en politique étrangère, qu'il s'éloigne de l'Iran et tout ira bien. Et ça, c'est resté très longtemps. Puis Sarkozy, tout d'un coup, parce qu'il voulait faire marcher l'Union pour la Méditerranée, à un moment où Bachar el-Assad était déjà très isolé, le ramène, l'installe à côté de lui au défilé des Champs-Élysées le 14 juillet. Bon, et puis brusquement, ça devient le monstre de l'histoire de l'humanité, même style qu'avec Saddam Hussein. Bon, voilà. Et on a vu des déclarations de membres de l'opposition disant mais nous on prendra tout de suite nos distances avec le Hezbollah, avec l'Iran, etc. Donc il y a effectivement une partie qui est très, très liée à la position géostratégique de la Syrie, ce qui n'enlève rien évidemment au caractère autoritaire du régime, mais là aussi on n'a pas le temps de discuter. Là aussi il y a un discours stéréotypé sur les régimes autoritaires arabes, tout le monde oublie que ce sont quand même les régimes qui ont fait l'enseignement gratuit pour tous, qui ont fait les assurances sociales, qui ont développé des formes d'industrialisation, et que la base de ces régimes autoritaires, c'était quand même très largement les couches populaires. Évidemment, ce n'était pas les élites, ça ne peut pas être les élites. Bon. Après, évidemment, le parti Baas, surtout les dernières années, a cédé aux sirènes du néolibéralisme. Alors moi, je pense que Bachar el-Assad s'est dit, je vais leur faire plaisir économiquement. Il a fait l'erreur fatale de supprimer les subventions au monde rural, qui était le pilier du régime, à une époque où il y avait 3 années de sécheresse, bon, ce qui évidemment a lancé un processus. L'autre question, c'était chiite versus... Oui, alors ça c'était après, non, mais avant. Non, c'était à propos des mécanismes financiers entre les pays pétroliers. Ah oui, non, mais non, mais il y a les ONG, il y a d'ailleurs un Libanais qui a fait un ouvrage remarquable qui devrait mettre à jour, Djihad humanitaire. Et puis vous avez René Labévière qui a écrit Les dollars de la terreur. Ça, c'est 2 ouvrages très factuels qui montrent quelle est l'étendue de ces réseaux
d'ONG de bienfaisance islamique. Ça se cache toujours. Et effectivement, quand vous allez dans des milieux extrêmement pauvres, et puis que vous dites, bon, il y aura pour votre famille $200 par mois, mais la condition c'est que la femme se voile, c'est que vous vous habillez en sandales et en galabiya, et que vous vous passez pousser là-bas. Ben, ça marche, hein, pour recevoir $200 quand on a un niveau de vie qui est, ou un PIB par habitant, quand vous êtes dans des zones rurales pauvres, dans le monde arabe, ça tourne autour de $300 par an. Hein, par an. Donc, il faut réaliser les conditions de pauvreté dans le monde arabe. Hein. Et puis toujours sur l'influence, là, quelqu'un a demandé, aujourd'hui, il ne faut pas oublier l'influence des médias panarabes. Les médias panarabes sont aux mains des princes saoudiens et de la famille de Qatar. Et ce sont les médias qui sont lus. Mais si vous lisez le Sharq el-Awsat aujourd'hui, bon, moi je suis effaré, c'est-à-dire du pouce au crime sunnite contre chiite. C'est permanent, c'est permanent. Et non seulement ça, ça va beaucoup plus loin, ça. Il y a des articles incendiaires contre la Russie, de nouveau, et la Russie de Poutine. Ah, vous persécutez les musulmans en Russie, vous allez voir ce que vous allez voir. C'est quelque chose d'incroyable. Mais même ici à Paris, moi, je me souviens, j'avais signalé ça, les sermons de la Mecque étaient tous les vendredis, étaient diffusés par Radio Orient. J'ai demandé parfois à des diplomates français s'ils se donnaient la peine de se faire traduire le contenu des sermons de la Mecque. Non, pourquoi faire? Alors, les sermons de la Mecque, c'est des vitupérations contre tout ce qui est Occident sur le plan culturel, mais pas politique. C'était l'inverse du premier pan-islamisme dont j'ai parlé. Et ça, c'est énorme. Hein. En plus, alors vous avez tous les émigrés arabes dans la péninsule arabique qui font des fortunes. Et l'argent anesthésie beaucoup. Alors à ce moment-là, bon, le statut de la femme, les motawa, la police religieuse en Arabie Saoudite avec leurs fouets qui tournent dans les rues pour s'assurer que les magasins sont fermés à l'heure de la prière. Tout ça, ça n'existe plus. L'argent est très anesthésiant. Et donc, il y a les réseaux aujourd'hui, qu'ils soient saoudiens, qataris, imaratis, encore que les imaratiens sont les plus, de très loin, les plus profil bas et les moins guerriers. Hein. Et vous avez le chef de la police de Dubaï qui a des sorties contre les frères musulmans qui sont tout à fait spectaculaires. Les Kurdes, non. Alors les Kurdes... Et puis est-ce qu'il y a des chiites Ah oui, oui. Alors bon... Dans Daesh et des sunnites alors attendez, alors aujourd'hui, par exemple, le Hezbollah au Liban, le plus grand allié du Hezbollah, c'est quand même le courant patriotique du général Michel Aoun, parce qu'il a le plus grand bloc parlementaire chrétien qui est son allié. Il y a des brigades qui sont de type sunnite, mais le Hezbollah ne veut pas les montrer parce que après il se fera attaquer encore plus fortement. Hein. Mais encore une fois, quand je dis on n'est jamais unifié à l'intérieur de la communauté, à l'intérieur de la communauté chiite, moi j'ai beaucoup d'amis qui sont des anti-Hezbollah déchaînés, hein, et qui sont tout aussi chiites que ceux du Hezbollah. C'est pour ça que c'est pas la clé d'explication. C'est vraiment pas la clé d'explication. Chez les sunnites, à mon avis, il y a au moins 30% ou 40% de sunnites qui sont pro-Hezbollah. Mais ça, on ne vous le dira jamais dans le Figaro, dans Le Monde, on ne le dira jamais. Hein. Donc ça, moi, je récuse la clé d'analyse. Alors, ça n'empêche qu'il faut faire pression, y compris sur le Hezbollah, sur d'autres, pour qu'ils atténuent ce caractère communautaire qui n'est pas nécessaire. Parce que là aussi, on a une espèce d'imaginaire, c'est pour l'autre public. Mais non, le public chiite du Hezbollah aime le Hezbollah parce que le Hezbollah a libéré le sud du Liban. Et donc, ils sont attachés à eux parce qu'ils savent qu'Israël peut revenir à n'importe quel moment. C'est pas parce qu'ils sont chiites qu'ils sont soutenus. Après, ils mettent toute cette sauce chiite extérieure. Est-ce pour faire plaisir à l'Iran? Est-ce pour... je ne sais pas. Mais enfin, le combat, on le fait quotidiennement au Liban, hein, avec le Hezbollah sur ce plan. Diminuer vos manifestations de chiisme. Mais si vous prenez une structure du discours du secrétaire général du Hezbollah, bon, elle commence par quelques minutes avec quelques formules spécifiques au chiisme, et puis après, c'est de l'analyse tout à fait profane, hein, des conflits, de la géopolitique de la région, ça n'a plus rien à faire avec...
Et les Kurdes, ben oui, là où le rôle de la Turquie aujourd'hui est très très trouble, c'est qu'ils ne veulent absolument pas voir les Kurdes résister apparemment à Daesh. C'est quand même, c'est assez inouï. Hein. Évidemment, le plus grand poids démographique kurde se trouve en Turquie. Et donc la Turquie a un intérêt à ce que la situation syrienne reste ce qu'elle est, et que les Kurdes en Syrie soient occupés à se battre contre Daesh. Je pense qu'ils ne se battent pas contre les troupes de l'État officiel. Il y a une espèce d'arrangement entre les deux, et parce que l'ennemi est commun. Alors peut-on, mais là aussi, c'est-à-dire, est-ce que l'on peut envisager un grand État kurde au Moyen-Orient? Je ne sais pas. Hein. C'est pour ça que moi je pense que si on devait penser à l'issue de la Première Guerre mondiale, il aurait fallu mettre en Anatolie en place une espèce de structure fédérative au lieu de vouloir créer un État arménien, un État kurde, ce qui a valu aux Arméniens le malheur terrible. Et quand vous regardez les cartes qui accompagnaient le traité de Sèvres, c'est des cartes complètement folles. C'est-à-dire que la masse des Arméniens n'avait absolument pas la possibilité de tenir le territoire qui leur était alloué sur la carte géographique. Et en plus, ça se recoupait avec les cartes pour l'État kurde. Donc c'était un truc complètement fou. Jusqu'aujourd'hui, on paye le prix de ça. Les erreurs faites à l'issue de la Première Guerre mondiale, on paye jusqu'aujourd'hui le prix de ces erreurs, malheureusement. Et aujourd'hui, on ne parle pas du tout. Quand vous avez eu le village syrien peuplé d'Arméniens qui sont des rescapés du génocide de l'après-première Kassab, silence de mort. Hein. Et là, vous avez eu des bombardements qui étaient apparemment directement turcs sur le village de Kassab. Incroyable, incroyable. Enfin, il y a pire, moi je dénonce de plus en plus, avec la vieillesse, vous savez, on n'a plus rien à perdre aussi. Comment la France, qui s'est dit protectrice des chrétiens d'Orient, cède Antioche, qui est le siège des toutes premières églises chrétiennes, le cède à la Turquie en 1939. Comment a-t-elle pu faire ça? Vous avez encore pire. Quand vous avez... Vous avez encore plus frappant, c'est quand vous voyez un homme politique, comme Dominique de Villepin, grand orateur, qui se dit porte-parole étendard du gaullisme et qui travaille actuellement comme conseiller financier auprès de Moza, la femme de l'ancien émir du Qatar. On se dit, mais le général de Gaulle doit retomber une dizaine de fois dans sa tombe. Il faut bien faire quelques déjeuners fins quand même. Hein. Bon, il est 2h05, je crois que... On remercie Georges Corne.